Bonjour, je me présente, docteur Delma Delmeni, je suis cardiologue au service de cardiologie de médecine interne au CHU de Lille. Je voudrais commencer remercier mon cher ami et collègue de longue date, docteur Chatot. Ça fait 20 ans déjà, ça ne rajeunit pas. Alors aujourd'hui, on parlera de l'échographie et de l'embolie pulmonaire. On va essayer de parler de l'embolie pulmonaire et de l'échographie en 15 minutes. J'ai voulu avoir une approche pragmatique en simplifiant au maximum les algorithmes, mais oui, en abordant l'échographie d'une manière simple et surtout très peu technique. Vous verrez que les recommandations 2019 récemment via l'ESC n'ont pas modifié quoi que ce soit concernant la place diagnostique et pronostic de l'échographie cardiaque. Le souci actuel de l'échographie cardiaque reste la diffusion. Et qu'à voir les résultats du registre RIT, c'est le registre qui englobe la plus grande base de données en matière d'embolie pulmonaire. C'est un registre multicentrique. Il a regroupé des centres aussi bien européens qu'américains, avec plus de 36 000 patients. Il en ressort que seulement un tiers des patients diagnostiqués avec une embolie pulmonaire vont recevoir ou vont bénéficier d'une échographie cardiaque, ce qui reste très peu. Et la tendance actuelle, c'est d'impliquer de plus en plus les réanimateurs pour réaliser l'examen. Effectivement, le réanimateur prend en charge les patients instables et souvent il a besoin d'examens immédiats, répétés, et faire appel systématiquement à un cardiologue n'est tout simplement pas fait. Et vous verrez, l'avantage avec l'échographie, c'est que les compétences sont bien codifiées. Un débutant non spécialiste, un non cardiologue, au bout de 1 mois de pratique, va pouvoir facilement reconnaître un trouble asymétrique assez sévère, diagnostic à l'échange péricardique ou mesurer une vague inférieure ou tout simplement reconnaître un VD dilaté. Au bout de 6 mois d'exercice, niveau intermédiaire, là il saura quantifier exactement la fraction d'éjection, mesurer les pressions artérielles pulmonaires et le débit cardiaque et même diriger son remplissage vasculaire. Et enfin, un opérateur entraîné, généralement c'est des titulaires de DU, au bout de 1 année à 2 ans de pratique, ils sauront faire un examen cardiaque complet. Et puis vous verrez que diagnostiquer une embolie pulmonaire est très accessible à un praticien non cardiologue exerçant depuis à peine 1 mois. Mais justement, que doit rechercher cet opérateur? Il va rechercher les arguments échocardiographiques en faveur de l'embolie pulmonaire, qui sont bien entendu le thrombus, et puis cette thrombus responsable d'une augmentation de la poste de charge et surtout d'une réduction du volume éjecté. Il y aura une augmentation corollaire ou parallèle du volume résiduel, surcharge volémique et donc dilatation cavitaire droite. Qui dit augmentation de la poste de charge dit augmentation de la surcharge pressive exercée sur le cœur droit et surtout sur la paroi libre qui est très sensible au stress, avec hypocynésie très dernière. Le stress ou la surcharge barométrique va s'exercer aussi sur le septum interventriculaire, causant l'aplatissement du septum interventriculaire, c'est le fameux septum paradoxal. Et enfin, ce qui est corollaire aussi de la surcharge pressive ou d'obstruction, c'est l'augmentation des pressions artérielles pulmonaires. En fait, on va reprendre un par un tous ces arguments échographiques qui constituent le cœur pulmonaire aigu, en insistant surtout sur les pièges que présente chacun d'eux. D'abord, le thrombus. Eh bien, le thrombus, vous pouvez le retrouver au niveau de l'oreille droite, au niveau du ventricule droit. Classiquement, il est accroché au cordage, au niveau du tronc de l'artère pulmonaire ou des deux ponts. Alors, à ne pas confondre un thrombus avec une bandette modératrice. C'est ce cordage qui va du septum vers la paroi libre, ni avec un muscle papillaire proéminent, encore moins avec une hypertrabuculation apicale. Ces 3 entités ne sont pas anormales, c'est tout simplement une variante de la norme. Et puis, ne pas oublier la métastase, qui contrairement au thrombus, elle est immobile puisqu'elle est infiltrante, elle infiltre la paroi et les contours sont totalement irréguliers contrairement au thrombus qui a des contours un petit peu arrondis. L'incidence des thrombus. Le thrombus, c'est juste 4% des échographies. Mais le réanimateur a plus de chances de voir des thrombus que le cardiologue puisque les patients hospitalisés en unité de soins intensifs ils sont beaucoup plus graves. Les 4% vont monter jusqu'à 18%. Donc, 1/5 de vos patients, vous risquez de trouver un thrombus en faisant juste une échographie transthoracique.
Deuxièmement, la dilatation du ventricule droit. Et bien, pour poser le diagnostic d'un ventricule droit dilaté, vous pouvez compter sur le ratio VD-VG en diamètre supérieur à 1. Vous pouvez aussi compter sur surface VD-VG aussi supérieur à 1. Mais attendez, vous risquez de passer à côté d'une dilatation modérée ou légère du ventricule droit. Pour que le ratio VD-VG passe à 1, c'est franchement une dilatation très importante du VD. Donc vous risquez de passer à côté de signes en faveur d'une embolie pulmonaire si vous ne vous basez que sur ces deux arguments-là. L'idéal, ce que je conseille, c'est de mesurer le ventricule droit à la base, avec un cutoff de 41 mm. L'astuce, ou le piège en fait, c'est que le ventricule droit, il a une forme un peu particulière. C'est une forme enroulée autour du ventricule gauche, avec une partie qui est beaucoup plus mince en postérieur et beaucoup plus large en antérieur. Et le VD, il faut en fait le mesurer dans sa partie la plus large. C'est pour ça que souvent vous passez à côté de VD dilaté. La coupe à 4 cavités que vous connaissez, la classique 4 cavités, en fait, elle coupe le VD dans sa partie la plus mince. Et pour pouvoir le couper dans la partie la plus large, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle une 4 cavités centrée sur le VD. L'astuce est le suivant. Votre sonde, elle est placée au niveau du choc de pointe. Et ben, pour avoir la coupe 4 cavités centrée sur le VD, il faut monter dans l'espace intercostal et faire une petite rotation de 30 degrés. Ça va vous donner le double avantage. D'une part, de couper le VD dans la partie la plus large et donc ne pas le sous-estimer. D'autre part, vous voyez que vous avez tendance à un petit peu horizontaliser la paroi libre, ce qui va avoir une incidence perpendiculaire des ultrasons avec une paroi libre ou un VD qui est beaucoup plus net, beaucoup plus facile à mesurer. Je répète, on a donc la mesure du ventricule droit en coupe apicale centrée sur le VD et le cutoff de 41 mm. Vous allez augmenter la sensibilité de la dilatation VD de 40%. Je parle d'embolie pulmonaire sans état de choc. À 70%. Ça veut dire que souvent, un patient avec suspicion d'embolie pulmonaire en dehors de l'état de choc, vous aurez 40% de chance d'avoir un VD dilaté. Et bien, en adoptant ce cutoff de 41 mm à la base, vous allez augmenter la sensibilité de votre examen pour détecter même les petites dilatations, voire les dilatations moyennes du VD. Troisièmement, c'est l'hyposynésie de la paroi libre que j'ai voulu intégrer au signe de McConnell. Qu'est-ce que le signe de McConnell? Le signe de McConnell, c'est tout simplement une akinésie de la paroi libre avec une cinétique tout à fait maintenue ou conservée de la fente. Pas de pneumonique de la l'embolie pulmonaire, certes peu sensible, 20% seulement des patients vont se présenter avec un signe de McConnell, mais le McConnell égale embolie pulmonaire. À quoi est dû ce trouble acinétique segmentaire aigu? On en a parlé déjà. L'élévation barométrique ou la surcharge pressive aiguë sur le ventricule droit va s'exercer d'abord sur la paroi libre qui est mince et très sensible à l'élévation des pressions. Elle va se retrouver avec un stress pariétal élevé, une sidération, donc une hyposynésie sévère ou une akinésie. La pointe, elle est un petit peu plus épaisse, elle est un petit peu relativement soutenue par la pointe du VG, va maintenir ou conserver sa cinétique, ce qui va créer ce signe-là. Bien sûr, le VG, vous remarquez qu'il est hyperspénitique, vu le contexte tachycardie ventriculaire. Alors, le signe de McConnell, je vous ai dit, c'est la sensibilité est de 20%. C'est-à-dire qu'en dehors des patients en état de choc, les patients avec une suspicion d'embolie, une bonne tension artérielle, l'incidence de ce signe-là, il n'est de que 20%. Le seul diagnostic, mais l'avantage du McConnell, c'est qu'il est très spécifique de l'embolie pulmonaire, à peu près pratiquement de 95%. Le seul diagnostic différentiel, c'est l'infarctus ou l'extension VD de l'infarctus inférieur, mais là, le contexte est très différent. Il y a la symptomatologie, il y a le CG, il y a aussi la cinétique segmentaire du ventricule gauche, la l'échographie cardiaque, et surtout, pas d'élévation des pressions artérielles pulmonaires. Le quatrième signe, c'est l'aplatissement du sphincter interventriculaire. De la même manière que la surcharge précise va s'exercer sur la paroi libre, elle va un petit peu épargner la pente ventriculaire droite, et ben elle va s'exercer aussi sur le septum interventriculaire, aussi bien en systole qu'en diastole. Elle sera responsable de la fameuse D-shape. Là, le VG va prendre un aspect en D. C'est tout simplement le septum paradoxal que vous connaissez. Et enfin, bien sûr, corollaire
de l'obstruction, l'augmentation de l'hypertension artérielle pulmonaire. J'ai fait exprès de l'intégrer dans le signe 60-60 parce qu'en fait ça sort bien, c'est facile à retenir. Mais qu'est-ce que c'est? Le signe 60-60, c'est tout simplement l'association de deux arguments graphiques en faveur de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de mesurer la pré-APS, de mesurer les pressions artérielles pulmonaires en échographie cardiaque. La première, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est de récupérer le flux de l'IT et de mesurer la pression artérielle pulmonaire systolique. Et dans l'embolie, bien sûr, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire qui est classiquement moyennement élevée parce que l'augmentation des résistances est contrebalancée par la baisse du débit. Et puis la deuxième façon d'aborder les pressions artérielles pulmonaires, c'est de mesurer le temps d'accélération pulmonaire. C'est un moyen semi-quantitatif d'approcher les pressions artérielles pulmonaires. Comment faire? Recueillir le flux d'éjection pulmonaire et mesurer le temps qui va du début du flux jusqu'au sommet. Plus c'est court, plus il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire. Classiquement, c'est autour de 100 millisecondes. Quand c'est inférieur à 60 millisecondes, ça veut dire qu'il y a tout simplement une hypertension artérielle. C'est clair que l'association de deux signes, c'est mieux qu'un seul. C'est très spécifique de l'hypertension artérielle pulmonaire. En fait, quand le signe du 60-60, c'est une élévation des pressions artérielles pulmonaires, mais qui reste modérée, inférieure à 60 mm de mercure. Si les pressions, ça c'est le piège, sont au-delà de 60, d'autant plus que c'est associé à une hypertrophie de la paroi du ventricule droit, vous n'êtes plus en cœur pulmonaire aigu, mais en cœur pulmonaire chronique. Et là, il faut penser aux autres étiologies, que ce soit post-embolique, PCC ou achat primitif. Là, j'ai voulu résumer tous les signes et attirer l'attention sur une chose, c'est que les signes sont certes peu sensibles, mais ils sont très très spécifiques. Ça veut dire tout simplement que s'ils sont là, c'est qu'il y a sûrement une embolie pulmonaire. S'ils sont absents, vous ne pouvez pas éliminer l'embolie pulmonaire. On le verra plus en détail dans le chapitre indication. Et est-ce que ces arguments tiennent le coup? Ils sont toujours valables ou pas en cas de chez le patient ventilé? Eh bien, sachez que chez le patient ventilé, on a tendance à avoir une veine cave inférieure dilatée, non contrainte, avec quand même une dilatation du ventricule droit et une légère hypertension artérielle pulmonaire. Ce qui pose franchement problème, c'est clair que la présence d'un thrombus signera l'embolie pulmonaire. La dilatation cavitaire aussi reste valable, mais ne comptez plus sur la mesure du VD à la base. Le 41 mm, c'est pas du tout intéressant, c'est pas trop du tout spécifique. Il faut compter en fait sur le ratio VD-VG. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que le VD soit très dilaté pour penser à une embolie pulmonaire chez un patient ventilé. Le signe de McConnell est toujours très pathognomonique, donc très spécifique. Pas de données sur l'aplatissement du set interventriculaire. L'hypertension artérielle pulmonaire modérée ne faut plus y compter parce qu'en fait, je l'ai déjà dit, la ventilation mécanique augmente les pressions artérielles pulmonaires. Pour résumer, le McConnell et la distension cavitaire majeure peuvent toujours rendre service chez le patient ventilé. Que disent les recommandations? En matière d'échographie cardiaque, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que, a priori, si vous avez une embolie pulmonaire, soit le patient est stable, soit il est instable. Quand il est instable, faites directement une échographie cardiaque. S'il y a cœur pulmonaire aigu, eh bien, vous pouvez mettre en route une thérapeutique spécifique, la thrombolyse. Et s'il n'y a pas de cœur pulmonaire aigu, vous pouvez, à coup sûr, éliminer l'embolie pulmonaire et rechercher une autre étiologie au choc. Par contre, si le patient est stable d'un point de vue hémodynamique, suspicion d'embolie avec tension artérielle correcte, vous voyez très bien que, a priori, l'échographie n'a pas de place dans les algorithmes décisionnels. Mais je tiens à préciser deux points. Le premier, c'est que certes, l'échographie ne fait pas partie de l'algorithme, non pas par manque de spécificité, mais par manque de sensibilité. Ça veut dire tout simplement, si par hasard vous faites une échographie cardiaque, elle n'est pas indiquée, mais si vous le faites et que vous retrouvez un cœur pulmonaire aigu, vous pouvez retenir le diagnostic, commencer la thérapeutique en attendant de faire un scanner. Parce que comme il faudrait faire un scanner, puisqu'il y a des diagnostics différentiels à écarter. Le deuxième point, n'oubliez pas que le patient au départ est venu pour une dyspnée. On est tout de suite dans l'engrenage embolie par embolie, mais on oublie qu'il faut résoudre le problème de la dyspnée et là l'échographie, elle peut régler le problème en éliminant, en écartant certains diagnostics tels que l'épanchement péricardique ou l'insuffisance cardiaque systolique ou diastolique. Et enfin, la troisième place réservée à l'échographie cardiaque, c'est la stratification de risque. Il ne s'agit pas de stratifier le risque, de dire voilà, le risque de mortalité de 10, 15 ou 1%, mais d'une stratification pragmatique. Parce qu'en fait, chez les patients qui auront
un cœur pulmonaire aigu, et ben, chez ces patients-là, ce groupe-là sera retenu en hospitalisation. Et les patients dont le cœur droit n'est pas atteint, pas de cœur pulmonaire aigu, eh bien, ils seront libérés et traités à domicile, à condition bien sûr que le score PESI soit bas. Je voudrais juste à la fin insister, les recommandations n'ont pas bougé par rapport à l'intérêt ou double intérêt diagnostic pronostic d'embolie pulmonaire. Le cœur pulmonaire aigu, c'est une dilatation avec dysfonction VD associée à une hypertension artérielle pulmonaire. Le DD aussi permet de faire le diagnostic différentiel. N'oubliez pas, le patient vient d'abord pour une dyspnée. Et enfin, l'intérêt ou l'urgence de faire un transfert des compétences pour l'apprentissage dérivateur en matière de technique échographique. Je vous remercie.